Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre suivi du marché du BTC avec les petites actualités récentes. On va s'intéresser notamment à deux dynamiques très curieuses, notamment ce qui se passe au niveau de l'action de prix à court terme et notamment le comportement sur les différents secteurs de marché, mais aussi le comportement des investisseurs à long terme, ces investisseurs aguerris qui ont tendance à bien résister au bear market, mais qui peuvent montrer aussi parfois certains signes de faiblesse que l'on va pouvoir identifier ensemble aujourd'hui. Bien sûr, avant de nous lancer dans l'analyse, je vous invite à aller consulter l'article directement sur le site de Cryptost pour avoir tout le support visuel qui va bien pour aider à la compréhension. Je vous invite aussi à nous suivre sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy, à activer la petite cloche, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça coûte pas de pain, c'est un énorme soutien pour nous. Et bien sûr à nous rejoindre directement dans la communauté de Cryptost Academy si vous voulez aller plus loin dans votre enseignement, plus loin dans votre parcours de compétences. Allez. Ouais, non, c'est bon, on va se lancer. Alors, la question du jour, reprise ou nouvelle jambe baissière pour le BTC. On va voir en deux opus comment est-ce que se situe le marché en ce moment vis-à-vis de ces dynamiques à long terme et court terme. Premièrement, sur le court terme, on a quelque chose de très intéressant. On a un retour, une tentative de retour haussière dont on avait déjà parlé la semaine dernière quand on avait parlé du STH SOPR, vous vous souvenez, cet indicateur qui nous permet de mesurer si les investisseurs à court terme et les BTC achetés récemment sont dépensés avec un profit ou avec une perte. Depuis quasiment octobre, on est dans une phase ici où les valeurs inférieures à 1 témoignent qu'on est dans un comportement de prise de perte, et ces comportements de prise de perte amènent des momentum baissiers qui suivent une gradation assez commune, c'est-à-dire qu'on a une intensification à un moment donné qui va amener une capitulation locale, et après cette capitulation locale on va avoir un ralentissement de la pression de vente qui va amener à une potentielle tentative de retour à l'équilibre, et à ce moment là eh bien on a deux scénarios: soit les investisseurs en confiance achètent la cassure haussière et le retour au momentum haussier, et à ce moment là il y a de la confiance et hop ça repart, soit ils n'ont pas confiance, ils vendent la cassure, et donc on arrive sur un scénario de dead cat bounce où les hausses sont vendues pour sortir à break even, et ensuite la dynamique baissière reprend son cours, nouvelle capitulation. Ensuite ça stabilise un petit peu, ralentissement de la pression de vente, potentiel retour à l'équilibre, et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Justement qu'on a réussi à repasser dans un momentum haussier, évidemment à très court terme, c'est simplement l'impulsivité entre les 70 000 et les 73 000 actuellement qui donne ça. Donc on se situe, de mon point de vue et du point de vue de cet indicateur, dans exactement le même contexte qu'à la mi-janvier, c'est-à-dire que là on a une tentative de reprise haussière. Si on arrive à avoir suffisamment de demande et de momentum, très bien, on va peut-être pouvoir repartir, quoique on a quand même beaucoup de niveaux à récupérer pour faire une reprise haussière complète sur la tendance globale du BTC depuis octobre, même si localement c'est intéressant, il y a encore du chemin à faire pour retourner ne serait-ce qu'au 95, donc pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Mais surtout il va falloir se demander, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a de la demande sur les marchés spot? Est-ce qu'il y a de la demande sur les marchés dérivés? Qu'est-ce que font les ETF finalement? Est-ce qu'ils sont en train de soutenir ou pas cette dynamique? Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Premièrement avec les ETF qui nous indiquent une très belle dynamique d'augmentation de la prise de perte tout au long de la stabilisation et de la correction qu'on a eu en janvier-février, un ralentissement ensuite après la capitulation de février, et un retour à la demande récent un petit peu similaire en termes de volume et en termes d'intensité à ce qu'on a connu justement avec l'opportunisme local de début janvier quand on a fait la tentative de reprise aux alentours, au-dessus des 95 000 $. Donc de ce point de vue là on peut voir que la demande des ETF est plutôt correcte, elle n'est pas non plus énorme, mais elle est suffisamment consistante sur les derniers jours, avec plusieurs milliers de BTC achetés par jour, pour quand même réussir à soutenir le prix de manière plus ou moins légitime. C'est déjà un très bon aspect. Si on regarde du point de vue des exchanges centralisés spot comme Binance et Coinbase, qu'est-ce qu'on va voir? Une dynamique plutôt similaire, c'est-à-dire une intensification de la prise de perte qui accompagne finalement la capitulation du prix en février, à peu près comme ce qu'on avait connu d'ailleurs en novembre, et ensuite un ralentissement cette fois-ci beaucoup plus rapide, un retour à l'équilibre beaucoup plus rapide, seulement une semaine à peine, même pas, une petite semaine un peu plus après la capitulation, et ensuite un retour à l'équilibre qui pour l'instant est en phase de demande plutôt modérée, plutôt réduite. Il n'y a pas vraiment de demande actuellement. Si on compare avec justement les volumes d'achat qu'on a pu avoir entre le 4 et le 19
janvier, donc pendant la tentative de reprise aussi au-dessus des 95 du début d'année 2026, on se rend compte qu'on avait beaucoup plus de demandes de la part en bleu ici Coinbase, et surtout on avait de la demande de la part de Binance aussi. Là il n'y a absolument pas de demande de la part de Binance, il y a seulement Coinbase qui achète un tout petit peu, alors que pendant quasiment 2 semaines là ça avait acheté avec d'abord une intensité croissante, puis ensuite un ralentissement qui déjà augurait quelque chose de pas très jojo, mais on avait quand même quelque chose de plutôt soutenu. Ici c'est pas tant soutenu, il n'y a pas tant de volume. Donc à la fois pour les ETF c'est plutôt ok mais ça reste modéré, à la fois pour les exchange spot il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant, il n'y a pas vraiment de demande suffisante. Mais on a un constat un petit peu différent pour les marchés futures et c'est pas nécessairement quelque chose de positif, parce qu'on retrouve exactement le même schéma d'intensification de la prise de perte. Il y a aussi les liquidations du coup manuelles et liquidations fortes sur les marchés dérivés ici avec les appels de marge. Et les liquidations tout court en fait. Et ensuite on a un retour à l'équilibre exactement comme sur les marchés spot de Binance et de Bybit. Ici du coup on est sur les marchés futures de Bybit et de Binance, enfin l'autre c'était Coinbase pardon, excusez-moi. Et ce qu'on peut voir ici c'est un retour de la demande à la fois sur Bybit et à la fois sur Binance, plutôt d'ailleurs sur Binance que sur Bybit, avec plusieurs milliers de BTC par jour de positions longues d'achat aussi de ce côté là. Par contre on voit qu'on a une accélération au cours des derniers jours sur la demande future qui indique qu'il y a beaucoup d'individus qui sont en train de prendre des positions longues et du coup qui ont probablement ouvert, si je me fie à ce que je vois ici, ça commence aux alentours du 26 février, on est quelque part par là, donc il y a beaucoup de longues qui se sont ouverts ici aux alentours des 68, peut-être un petit peu en dessous, peut-être un petit peu au-dessus, peut-être 70, et ça continue, on a encore des ouvertures de longues au-dessus des 70 après la cassure. Le problème c'est que ça peut avoir tendance à fragiliser les hausses, on en a parlé tout au long de l'année dernière, le fait que les hausses où il y a plus de demandes futures que de demandes spot ne sont pas des hausses qui sont particulièrement viables, et à chaque fois l'année dernière ça s'est tourné en eau de boudin. Donc qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit qu'il y a une tentative de retour à l'équilibre après un épuisement de la pression de vente suite à une capitulation. Jusqu'à là c'est un schéma classique dont qu'on a l'habitude de voir, un comportement de marché tout à fait classique. On a le retour à l'équilibre qui est du coup la tentative de reprise de momentum haussier. On se demande s'il y aura suffisamment de c'est bizarre à dire. On s'interroge sur la quantité de demandes qui pourrait soutenir le prix. On se rend compte que les ETF sont là mais se mouillent pas trop non plus, que les marchés spot des exchanges centralisés se mouillent absolument pas, et que par contre on a les spéculateurs des marchés futures qui eux sont à fond la cale. Et c'est pas exactement le contexte dans lequel on veut qu'une reprise se passe, ce qui pourrait faire pencher pour un scénario de Dead Cat Bounce. Moi je pense pas qu'il y ait un scénario qui soit plus probable que l'autre pour l'instant, c'est les prochains jours qui vont nous dire ce qui va se passer. Là j'enregistre la vidéo jeudi, on va voir avec la clôture de vendredi ce que ça va donner. Et puis voilà, c'était un peu ce que je voulais vous présenter pour l'action de prix à court terme, c'est-à-dire le fait que pour l'instant on est un test en cours qui n'est pas été validé dans un sens ou dans l'autre, mais les flux de demande et notamment l'orientation futures est pas idéal en termes de conditions, en termes de conformation pour avoir une reprise totalement saine. Maintenant qu'on a vu ce premier point, on peut se pencher un peu sur les investisseurs à long terme, parce que si on sait que les investisseurs à court terme ont capitulé depuis très longtemps avec 2 vagues de volatilité baissière en novembre et en janvier, eh bien les investisseurs à long terme, eux, ils ont peut-être commencé déjà à montrer des signes un peu de faiblesse. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y aurait une capitulation généralisée de la part des investisseurs à long terme sur les niveaux de prix actuels, mais en tout cas on a pu sentir en tout cas quelque chose qui leur a pas fait trop plaisir. Pour rappel, les investisseurs à long terme, ce sont des investisseurs qui sont considérés comme étant plutôt aguerris, plutôt insensibles aux news et à la volatilité, qui sont là sur du très long terme, qui tentent d'acheter haut, enfin qui tentent d'acheter bas pour revendre haut justement, et qui la plupart du temps ont une résilience psychologique majeure. Surtout ils détiennent leur BTC sur plus de 6 mois, donc tous les BTC qui sont âgés de plus de 6 mois, en général on appelle ça des investisseurs à long terme. Ça fait quand même une grande partie de l'offre, ça fait quasiment 14 millions de BTC en circulation, donc il y a des sous-divisions ensuite dans l'offre des investisseurs à long terme qui permet d'identifier des groupes un peu plus isolés, mais là on le fait dans la généralité. Dans tous les cas il n'y a pas besoin d'aller dans le détail, vous allez comprendre tout à fait ce que je vais vous présenter avec la carte thermique notamment de l'accumulation des investisseurs à long terme. Donc ici vous voyez les niveaux de prix en rouge où il y a le plus de BTC qui ont été accumulés de la part d'investisseurs à long terme, et en bleu là où il n'y a rien du tout. Et donc on se rend compte qu'il y a 2 clusters majeurs ici où les investisseurs à long terme ont accumulé au cours des années précédentes. On peut voir notamment que ça se forme à partir de mai 2025. Il faut savoir que si ici on a un BTC de la part des investisseurs à long terme qui apparaît, ça veut dire qu'en fait il a été accumulé 6 mois auparavant. Vous vous en souvenez, hein. Un investisseur à long terme c'est quelqu'un qui investit, qui détient son BTC sur au moins 6 mois. C'est à dire que
tant qu'il le détient pas sur 6 mois, c'est pas un investisseur à long terme, c'est un investisseur à court terme. Ce qui veut dire, c'est si vous voyez à un moment une intensification de l'accumulation des investisseurs à long terme sur une zone de prix donnée, excusez-moi, et bien vous retournez 6 mois en arrière, vous vous dites ok, vers où ça a accumulé, et on se rend compte que c'est à peu près dans les zones de prix ici de novembre-décembre 2024, aux alentours des 100 000 grosso modo. Un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend. Il me semble que là c'est plutôt sur les 70 000 avec ce qu'il y avait avant la hausse. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a deux clusters majeurs d'accumulation pour les investisseurs à long terme dans le collimateur en ce moment. On a à la fois la zone qui va des à peu près, je sais pas, il est bizarre le curseur, il me donne pas le prix exactement comme je le voudrais, mais entre 95, ouais c'est ça, allez, vas-y on va dire 90 et 100 000 grosso modo, cette zone que vous voyez ici, qui est une zone dans laquelle les investisseurs à long terme ont accumulé une première fois ici aux alentours de la fin 2024. On s'est retrouvé du coup avec des investisseurs à long terme qui étaient matures aux alentours de la remontée de l'ATH pour ensuite avoir une invalidation, et ces BTC qui avaient été accumulés depuis quasiment un an, parce que c'était en décembre 2024 qu'ils avaient été accumulés et ensuite on les revisite vers novembre 2025, et bien ces BTC ils ont été encore détenus pour certains. Bon, on voit que la densification de l'offre est quand même beaucoup plus réduite après, donc on voit que ce qui a été accumulé ici a été vendu ensuite, hein. Clairement ça se voit. Vous voyez ici que le nuage est beaucoup moins dense, avec beaucoup moins de couleurs chaudes, ce qui veut dire qu'il y a moins de BTC qui sont détenus alors que le prix a traversé, donc il y a clairement eu des ventes forcées sur les marchés spot du moins, sur les marchés dérivés aussi. Mais ça nous dit deux choses avec le cluster qui est en bas ici aussi aux alentours des c'est 60-70, ouais plutôt on va dire 50-60, donc entre 190 et 50-60 on a deux zones d'accumulation majeure de la part des investisseurs à long terme. Maintenant qu'on sait ça, le prix il est où? Le prix il est aux alentours ici des 72. Donc on est déjà passé sous une grosse part d'offres, et il y a encore une bonne part de cette offre qui n'a pas été vendue, qui continue d'être détenue, et qui donc est une part d'offres en perte latente pour les investisseurs à long terme, ce qui leur met une pression financière de plus en plus importante au fur et à mesure que le prix baisse. Du coup leur perte latente augmente, et augmente bien sûr leur probabilité de vendre et de céder à la panique ou de céder à la pression ou plein d'autres choses, aller chercher des liquidités potentiellement ailleurs. Dans tous les cas, ce qu'on voit c'est qu'on a une zone d'offre qui ici du coup est encore détenue, mais pourrait servir de résistance si le prix repartait, donc ça c'est aussi un scénario qu'il faut considérer. Et en plus, c'est une offre qui est d'une potentielle, qui est aujourd'hui en potentielle pression de vente et de prise de perte, qui fait peser sur les investisseurs à long terme du coup un poids assez important. Et on a ensuite le deuxième cluster qu'on est venu chercher rapidement ici, qui est un cluster d'accumulation qui date de bien plus tôt, qui pour l'instant n'a pas été vraiment désintensifié parce qu'il avait déjà été vendu plus tôt, notamment pour faire la prise de profit aux alentours des sommets des 100, 110, 120, tout ça. Et ici on aurait potentiellement une zone de demande, une zone de réaccumulation qui pourrait être intéressante pour certains investisseurs à long terme qui avaient déjà réaccumulé aux alentours du range de 2024, donc on se retrouve sur des prix qui sont peut-être très intéressants pour eux. Donc on a deux dimensions, une dimension ici avec une perte latente minime, encore très faible, qui fait pas du tout capituler les investisseurs qui ont un niveau de prix ici pour les investisseurs à long terme. On a ici une zone qui est une potentielle résistance avec justement une forte probabilité de pousser à la capitulation pour les investisseurs qui détiennent encore des BTC dans ces niveaux, parce que passer des 100 000 aux 60 000 ça peut quand même piquer, et je sais qu'il y en a qui peuvent avoir du mal vers ça. Et dans ce contexte, on peut se demander finalement comment se sont comportés les investisseurs à long terme. Et bien les investisseurs à long terme, notamment si on observe ici leur prise de perte mesurée en dollars, et bien on se rend compte qu'on a déjà eu deux vagues de prise de perte assez significatives de la part des investisseurs à long terme pour ce cycle baissier. Ce qui pourrait correspondre de mon point de vue à la première piste de perte ici de janvier 2023, donc le premier pic plutôt léger que vous voyez ici en décembre 2025, et ensuite la deuxième phase ici de mai-avril 2022 où on s'est tapé Terra Luna et Celsius en l'espace de 2 mois et où c'est dégringolé très vite. Donc on a eu deux pics ici, donc là c'est pas tout à fait la même chose, mais on se rend compte qu'on a quand même de la prise de perte. Et si je zoome, on voit quoi? On voit sur 7 jours, mais je vais essayer même de ne pas le mettre sur 7 jours, 3 jours j'aime bien mes petites bidouilles. Voilà, c'est un tout petit peu plus clair et c'est bien ce que je voulais vous montrer. Si les nouvelles données je les avais pas eues, c'est cool. Donc les investisseurs à long terme ont bien pris de la perte. On voit ici la prise de perte qui augmente puis qui ralentit après le bottom du prix, et ensuite une deuxième prise de perte bien plus élevée avec plus de 674 millions de BTC véhiculés en l'espace d'une journée, c'est assez costaud, et ensuite une continuation de prise de perte un tout petit peu plus ici aux alentours de la fin février. Donc ce que ça nous dit, c'est que les investisseurs à long terme rentrent dans un territoire où certains d'entre eux ne peuvent plus tenir. Ils sont capables de véhiculer des pressions de vente assez importantes, ce qui peut avoir un impact sur le cours du BTC parfois,
fois, mais pour l'instant ça n'a pas eu beaucoup d'impact parce que les dynamiques qu'on a connues jusqu'à présent depuis octobre, en fait elles ont été drivées par les futures et par la capitulation à court terme, pas encore par la capitulation à long terme, mais on voit qu'on est dans cette phase d'augmentation de la tension et tous les bear markets on peut suivre le comportement des investisseurs à long terme dans tous les bear markets avec deux étapes: l'augmentation de la tension, du stress et de la pression à la prise de perte jusqu'à la capitulation finale, et ensuite la diminution de cette pression qui va amener un nouveau momentum aussi. Exactement pareil ici jusqu'à la capitulation finale, et ensuite on voit que ça se dégrade très vite et que la prise de perte diminue parce que le prix remonte et parce que en fait la prise de perte s'est déjà exprimée aux alentours des points névralgiques de capitulation qui sont locaux et qui sont très bien identifiables via leur pic journalier très élevé. Et on est en train d'avoir exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la tension, une augmentation de la prise de perte progressive des investisseurs à long terme, mais on n'a pas encore l'impression d'avoir atteint un pic. Seulement l'avenir nous le dira. Pour l'instant il est trop tôt pour savoir, mais je suppose que, comme je vous l'explique depuis quelques semaines, après la capitulation de prix vient la capitulation temporelle. On a eu la capitulation de prix, je pense qu'on est en train d'entrer dans la phase de capitulation temporelle avec un range qui pourrait s'éterniser, notamment le prix qui pourrait monter jusqu'aux 75, peut-être buter aux alentours des 75 et ensuite revenir ici dans une zone de momentum un peu baissier pour capituler une dernière fois. Ça c'est seulement ce que je projette vis-à-vis des cycles précédents. Je sais pas du tout si ça va se passer comme ça. On n'est pas ici pour dire exactement comment ça va se passer, on est là simplement pour expliquer les dynamiques qui poussent les investisseurs à agir, et du coup comment est-ce que nous on peut calquer nos comportements sur ces investisseurs, parce que notamment les investisseurs à long terme, lorsqu'ils prennent des pertes, on se rend compte que c'est un excellent point d'entrée. Il faut se dire que lorsque les investisseurs les plus aguerris sont abattus et commencent à capituler, et bien c'est justement qu'à court terme on a des opportunités très intéressantes, et on voit que de manière ciblée sur quasiment l'ensemble des pics locaux, et bien on a quand même des prix qui sont très bas, des soldes et souvent des moments de capitulation très intenses avec beaucoup de peur et beaucoup un fear and greed très bas aussi, avec beaucoup d'émotionnalité dans le marché. Et donc c'est intéressant de savoir qu'on rentre dans cette zone finalement d'opportunité où on se dit ah bah tiens, là les investisseurs à long terme commencent à trembler un peu, ils sont pas encore totalement à terre mais ils commencent à trembler. Bah c'est bien, ça me donne l'information que là c'est peut-être bien de commencer à optimiser mon DCA, à l'intensifier un peu, à réfléchir à m'exposer davantage, à chercher des liquidités, parce qu'on peut avoir des opportunités intéressantes. Un dernier graphique qui permet de clouer un peu, de clore le spectacle, c'est cette fois-ci non pas la perte réalisée seulement par les investisseurs à long terme, mais le profit perte net en fait. Donc la perte moins le profit, ou le profit moins la perte, vous le prenez comme vous voulez. Donc on voit où il y a des moments où la dominance du profit est très élevée, notamment lors des bull markets, et on a des moments où la dominance est dans la prise de perte, notamment dans les bear markets. Vous remarquerez en plus en superposant les deux graphiques, est-ce que c'est exactement les mêmes données, donc on retrouve exactement les mêmes marques ici du coup d'augmentation de la tension, puis ensuite de réduction de la tension, augmentation de la tension, réduction de la tension. On peut avoir la même chose en marché aussi, hein. Augmentation de la prise de profit jusqu'à la prise de profit maximale. Plus la prise de profit est importante, plus il y a de l'offre sur le marché. S'il n'y a pas suffisamment de demande, et bah du coup la prise de profit devient excédentaire et fait ralentir le prix, fait baisser le momentum jusqu'à ce qu'on aille en momentum baissier. Le momentum baissier accélère jusqu'à ce qu'on épuise la prise de perte avec un épuisement progressif de la pression de vente. Ensuite on retourne à l'équilibre et cette fois-ci on a de nouveau de la prise de profit qui va s'intensifier jusqu'à devenir excédentaire, et voilà, vous connaissez le schéma. Ce qu'on peut voir de ce point de vue là, je tiens à mentionner que ce graphique, si autant le graphique précédent c'était en dollars, ce graphique là il est en BTC, donc ce que vous voyez ici c'est des volumes en BTC cette fois. Donc si vous voyez moins 3000 ici, c'est pas moins 3000 dollars parce que c'est vraiment très peu, c'est moins 3000 BTC en net vendus par jour. Donc vous avez à peu près une idée des volumes que ça peut représenter quand lors d'une capitulation locale on a moins 22 000 BTC qui sont vendus de la part des investisseurs à long terme en un moment donné en perte. Mais ça vous donne aussi une idée. En fait j'aime bien mesurer en BTC plutôt qu'en dollars parce que ça permet de normaliser en fait les comportements et d'observer en fait les cycles les uns à la suite des autres. Regardez là, si je dézoome et que je vais même sur le cycle de 2013, vous voyez ça reste plutôt bien lisible. On arrive à retrouver des comportements similaires d'accélération, ralentissement et surtout des volumes qui sont assez similaires. Donc on voit qu'il y a un comportement cohésif et cohérent et soutenu et répété si on peut dire à travers les différents cycles, alors que si je vais en dollars, en fait la volatilité du prix fait que finalement c'est très écrasé, on peut pas vraiment étudier les données. Voilà, c'était le petit instant prof qui vous explique pourquoi est-ce que c'est bien de normaliser les données en BTC sur des études pluriannuelles et surtout pluricycliques. Ce qui nous intéresse ici simplement, le dernier petit constat, c'est d'observer et de concéder le fait que les volumes de prise de perte actuelle en BTC sont tellement bas comparément à ce que ça peut être lors des moments de capitulation majeure des investisseurs à long terme. Donc là on est vraiment au tout début pour moi de la capitulation, on est vraiment sur ces points de vue là, vraiment au tout début de l'intensification.
J'aurais du mal à croire que le marché pourrait repartir ici et chercher les 100 000 d'ici un mois. Je suis pas contre le fait qu'on ait une petite hausse qui ensuite donne lieu à une correction et qu'on ait une poursuite baissière. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que les investisseurs à long terme ont commencé déjà à céder un petit peu, qui sont pas non plus dans leur comportement de débandade totale. Et ça m'indique qu'il est temps de commencer à se mettre en mode sérieux. Autant durant les marchés haussiers, il faut chercher les meilleurs points d'entrée. Pendant les marchés haussiers, il faut chercher les meilleurs points de sortie. Lors des marchés baissiers, il faut chercher les meilleurs points d'entrée. Et je pense que ceci, messieurs, dames, est le signal que la saison des points d'entrée très alléchants et des soldes est en train d'avancer vers sa phase finale. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à consulter encore une fois l'article avec tout le support visuel pour avoir un petit peu plus de compréhension avec toutes les petites annotations. Ça fait toujours plaisir. On n'hésite pas à soutenir la chaîne si ça vous a plu, si vous kiffez ce genre de contenu gratuit qu'on publie pour vous. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin avec du contenu encore plus poussé, vous nous rejoignez chez Cryptost Academy. C'était le Prof Chen. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve bientôt. Ciao ciao.